Allez, bonsoir à tous, bonsoir encore une fois de plus, valeurs auditeurs et téléspectateurs. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre en même temps, nous écouter chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, dans cette plateforme sportive. Ensemble, dans ce nouveau numéro, avec mes chroniqueurs sportifs, il ne faut pas être quand même surpris parce qu'il y a deux émissions sportives ici à Kavi. Il y a World Sport, il y a Tour d'Europe. Si vous êtes aux aguets, sachez qu'on ne va pas parler du Barça ni du Real ni de Manchester City, mais ça c'est pour le lundi. Ils sont déjà à l'écoute de cette émission World Sport. On va mettre un accent particulier cet après-midi sur le football guinéen. On va commencer aujourd'hui par le championnat guinéen. Il n'y a pas de bonnes nouvelles parce que déjà le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Presse a perdu son indice sur le continent africain. On avait 4 représentants, maintenant ce n'est plus le même cas compte tenu les mauvaises performances, on peut le dire ainsi, de nos clubs dans les compétitions africaines. Toujours on reste avec les Guinéens. D'ailleurs, cette fois-ci on parle de Naby Keita, c'est des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour le moment dans ce menu. Naby Keita, ça ne marche pas bien avec le capitaine du Stade national de Guinée, surtout avec son club Werder de Brême qui vient d'être sanctionné. Les détails, c'est dans un instant avec les chroniqueurs sportifs qui sont déjà là dans ce studio. Serhou Guirassy, cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle, mais la question elle reste fondamentale actuellement. C'est ce débat qui est dans la cité, surtout entre les chroniqueurs sportifs. Naby, Serhou Guirassy, est-il le prétendant pour le ballon d'or africain? La question reste fondamentale. Dans un court instant, le débat va être houleux dans ce studio. Et pour boucler porte et fenêtre de ce numéro, cette fois-ci, le Sili national de Guinée est déjà situé sur son calendrier concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous, la question qu'on va étaler ici dans ce studio, est-ce que Kaba Diawara est-il capable de gérer les deux catégories? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le sélectionneur guinéen, il est entraîneur avec l'équipe en même temps avec le Sili U23. Partout où vous êtes, gardez votre position d'écoute. World Sport, c'est parti sur Kavi Media. Allez, c'est parti, fond du sport, surtout concernant le football guinéen. On va vous informer en même temps avec des analyses de qualité. D'abord, je commence vers la droite avec deux opposants historiques dans nos émissions, surtout dans l'émission Tour d'Europe. Hamid, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kavi. Aujourd'hui la voix elle est moche, on ne sait pas qu'est-ce qui marche pas. C'est pas de la forme, au bout de la nuit, au bout de l'effort, ouais. Les Madrilènes très laborieux. D'accord. On réussit. La Fatiha a triomphé sur le vrai football. Ouais, quand même, c'est sorti par la grande porte. La grande porte, ça on le dit fièrement parce que même les adversaires nous ont respectés. Et comme, encore une fois, je le dis, c'est la Fatiha qui a triomphé. Bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je sais que vous allez évoquer ce qui est passé avant-hier et c'est un peu la loi du football. Il faut l'accepter, parfois elle est dure, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Passi Bangora, bien habillé cet après-midi en cravate. J'en suis sûr, vous avez un poste quelque part à Koya, c'est ça? Parce qu'en Guinée, dès qu'on est cravaté, c'est la vie que soit on a l'argent. Les délégations spéciales sont en cours. Exactement. Exactement. Je suis out au sein de la politique quand même. Pour la bonne nouvelle, voilà, vu qu'on parle également du football guinéen, je suis nommé comme président de la cellule de communication du district préfectoire de football de Koya. D'accord. Si le football ne marche pas à Koya, si le football ne marche pas à Koya, vous êtes quand même fautif, c'est ça? Là, c'est au fait, en tout cas, nous avons la destinée de cette, de cette petite fédération décentralisée au sein de notre préfecture. Si ça ne marche pas, parce que nous avons, au fait, quand même, vous allez innover, pas l'avenir de ces jeunes footballeurs, mais on fait en sorte que vous avez du peine sur la plage. De toute façon, vous serez comptable des résultats. Allez, que ces résultats soient alors positifs. On te souhaite bonne chance. Je vous rappelle encore, vous n'êtes pas trompé de fréquence, bien sûr, la radio, c'est Kavi FM, la 89.5, la télé, c'est Kavi TV. On est dans le bouquet StarTimes 113 et bientôt dans le bouquet Canal+, extrêmement aussi important pour élargir notre visibilité. On va fêter nos sommaires. On commence par le championnat guinéen qui a perdu son indice sur le continent africain. Hamid Bangora, on n'est pas quand même surpris. Rien de surprenant parce que c'est la suite logique ou le résultat très logique
d'une somme de bêtises, je vais le dire comme ça, qui se sont déroulées au sein de notre championnat, au sein du pays et tout. Par cela, je commence par les problèmes d'infrastructure. Les problèmes d'infrastructure ont impacté négativement nos clubs qui, au cours de pas mal de saisons, ont été obligés de recevoir les clubs en déplacement, soit au Mali. Vous pensez que ça nous a fatigués? Ça a un impact. Et pourtant, à un certain moment, le Ray a été en demi-finale lorsqu'ils avaient l'histoire du Covid en Coupe CAF. Oui, mais ça n'a pas qu'impacté que la Guinée, ça a impacté l'ensemble des pays. Mais quand même, on avait pu maintenir notre indice. Ce que je dis, l'indice, ça évolue déjà sur plusieurs années, c'est pas que sur une année. D'accord. Et quand vous observez sur ces années-là qui sont passées dans pas mal d'années, vous vous rendrez compte que les Guinéens n'ont pas reçu les matchs de Ligue des Champions et de Coupe CAF chez eux. Ils les ont reçus à l'extérieur, ça c'est un. Ça fait que le public n'est pas là pour accompagner, pour pousser. Quelle que soit la représentativité que vous avez à l'extérieur, ce n'est pas pareil que quand vous jouez chez vous. Ça c'est important. Même quand, par exemple, un club comme Milo reçoit à Conakry, c'est pas pareil comme quand il recevait à Cancun, c'est pas la même chose. Ce n'est jamais la même ferveur, ce n'est jamais le même public. Vous allez faire quelque chose, mais c'est pas pareil. Donc les clubs ont été handicapés sur ce point-là. Ça c'est côté administratif, côté infrastructurel. Maintenant, au sein des clubs, il n'y a pas de projet sérieux qui soit durable. Il faut bâtir des projets sérieux qui soient durables. Regardez aujourd'hui Mamelodi. Au bout d'un moment, on n'en parlait pas, mais ils ont mis en place un projet sérieux, durable, qui est en train de faire ses preuves. Et même le TP Mazembe qui est de retour. Exactement. Ils ont mis un projet qui est en train de faire ses preuves sur le terrain. ASEC Mimosa a été éliminé récemment, mais ils ont mis en place un projet qui a été durable. Ce qui fait que l'indice de la Côte d'Ivoire vient de passer à 4 clubs. Donc tout ça là, je ne vois rien de surprenant dedans. Je vois que des gens sont en train de faire du travail. Pendant que nous, de notre côté ici, on est en train de se quereller pour des questions de poste, pour des questions de personnalité. Ça nous anéantit. Maintenant, au-delà de ça, la question de financement, de moyens et de formation. Parce que quand vous n'avez pas aussi les moyens de vous doter ou de recruter les joueurs qui ont le calibre de jouer ces grosses compétitions, c'est pas évident, c'est pas des gamins qui viennent tout de suite du centre. On a vu même en Europe, c'est pas des gamins qui viennent tout de suite du centre qui peuvent assurer tout de suite la relève. Il leur faut du temps et il leur faut se fondre dans une masse composée de grands joueurs qui sont habitués à la compétition. Vous connaissez combien de clubs guinéens ici qui sont capables d'aller piocher dans les clubs du Maghreb, dans les clubs très huppés en Afrique, c'est très peu. Et ce qui fait que quand on sort sur la scène continentale face aux clubs... Et pourtant, on a eu des présidents de clubs en Guinée qui ont les moyens. Ils ont les moyens, mais en fait, quand je dis, il y a une question de politique sportive. L'argent seul, ça ne suffit pas. Même quand vous avez l'argent, ce qu'il faut en faire, si ça, ce n'est pas en place, vous allez continuer à sortir de l'argent, ça ne va pas au bon endroit, c'est pas le bon investissement, à chaque fois c'est du fiasco. Mais est-ce que n'est pas aussi pressé parce que quand on parle de TP Mazembe, ce sont des clubs qui ne datent pas d'aujourd'hui et surtout la SEC Mimosa. Les gens, certains sont pressés, mais pour nous par exemple, on ne peut pas parler de précipitation dans la mesure où ça fait plus de 10 ans qu'Antonio par exemple est à la tête du Oria. Là je suis d'accord. Après près de 10 ans que KPC est à la tête du AFIA, minimum 5 ans que Mathurin il est à la tête du CI Kaloum et ainsi de suite. Ça, c'est des années qui sont suffisantes pour permettre même à un centre de formation de produire des jeunes talents qui sont capables de grossir les rangs et de produire quelque chose de sérieux. Donc l'écart de niveau même avec les Maghrébins, c'est un peu ça. Ils sont bien entraînés, bien équipés, dans des conditions aussi, très professionnelles et tout, alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Donc la répercussion, elle est toute nette. On dégringole en termes d'indice CAF, c'est très regrettable. Il va falloir se remettre au travail sans précipitation pour qu'on aille retrouver ce qu'on a perdu. Allez, allez-y rapidement. Moi, je vais vous surprendre. Je ne suis pas surpris par cela. Au lieu de dire dégringolade, moi je dirais qu'on est revenu à la place qui devrait être la nôtre. À la case de départ. À la place qui devrait être notre place. Je vous explique. Mais si c'est pas trop dur. Je vous explique. Non, c'est pas notre place. Le fait d'avoir plus de place à l'époque, c'était une position dopée. Mais on l'a dopée par quelqu'un. Par quelqu'un qui avait de l'argent à l'époque, qui a dopé son club par des achats, par beaucoup d'investissements, mais qui n'a pas pensé à long terme. Donc maintenant, nous sommes revenus à la réalité du football. Le football, c'est un business. Le football, c'est la construction. Le football, c'est des projets à court et à long terme. C'est ce qu'il n'a pas su faire. Et malheureusement, l'État en question n'a pas su organiser à ce niveau. Et là, on est revenu à notre véritable position. Il faut y travailler. Il faut maintenant penser à quelque chose de durable, à des projets qui peuvent résister au temps et à l'argent d'une personne. Mais malheureusement, on n'en pense pas. Donc, est-ce que vous n'êtes pas
en train de se réjouir des phrases d'Antonio Soares qu'ils avaient dit à un certain moment. Sans lui, on n'a pas un bon championnat. Malheureusement, je ne suis pas en train de le jouer. En fait, il devrait lui-même, c'était une phrase qui était contre lui. Ça montre que malgré toutes ces finances-là, malgré tous ces investissements, qu'il n'a pas permis au football guinéen d'avoir une assise solide. Mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Mais attention, aujourd'hui, on a lui, même pour son club, spécifiquement, pour son club, en voyant sa position en ce moment, on comprend aisément que l'investissement qui a été fait depuis ces années n'a pas porté fruit parce qu'il n'y a pas une véritable vision derrière. Le championnat pouvait ne pas résister peut-être à lui, mais son club peut-être aurait pu résister s'il avait une véritable vision. Ils sont dans le championnat quand même, ils sont en train de se l'autre souci que non, pas du tout, ce n'est pas le même niveau. L'autre souci que je vais signaler, c'est que personne ne peut en vouloir à Antonio Soares. C'est un mécène, c'est quelqu'un qui adore le football, qui veut investir ce qu'il faut, qui veut mettre le paquet qu'il faut dans le football. Mais sauf que derrière, si vous avez le cœur net pour mettre de l'argent, la main à la poche, pour sortir de l'argent, investir dans quelque chose, assurez que autour, ceux qui sont là pour utiliser cet argent-là, savent pertinemment le boulot pour lequel ils sont là. Donc vous accusez l'entourage qui n'a pas été à la le hauteur. système, Quand je vous dis qu'au sein du Orea, il y a des joueurs qui sont partis gratos dans le football, c'est grave. Des joueurs à la trame de mort là qui quittent le Orea et que le club ne s'enrichit pas. Mais est-ce qu'à ce niveau, le président du club a pris ses responsabilités? C'est pas forcément lui. Ce que je dis, c'est pas le président qui s'occupe de ça. Oui. Le président ne fait pas ça. Il y a un directeur sportif. Mais à un certain moment, si le directeur sportif n'arrive pas à faire son rôle, il est habilité à lui dire mais ça c'est un reproche que nous avons eu le courage de faire à Antonio. Mais ce que je dis sur le terrain, ceux qui n'ont pas su faire le travail nécessaire, que ce soit pour le Orea, que ce soit pour les autres clubs, c'est un peu ça. C'est qu'il n'y a pas d'organisation. Mais il ne faut pas épargner Antonio à ce niveau. Mais je ne l'épargne pas. Lui, je ne l'épargne pas parce que au sein de lui, dans son entourage professionnel, il n'a pas su faire le nettoyage nécessaire. Je suis d'accord. Il faut savoir dissocier. Il faut savoir dissocier le monde professionnel et le monde social. Mais ce que je dis globalement, c'est qu'on a des directions, des organisations qui sont pratiquement fantômes. C'est ici que vous voyez que des jeunes très prometteurs quittent les clubs et que derrière, il n'y a pas une importante manne financière. Des clubs comme Génération Foot, comme Diambar sont en train de se faire de l'argent parce qu'ils ont mis en place une très bonne politique, des gens qui savent faire comment il faut faire le travail. Ça me choque jusqu'à présent quand j'en parle, qu'un joueur à la trame de Morlaï qui brille au Chan, qui fait une prestation XXL et qui quitte le Orea, qu'on n'entend pas parler minimum de 5 à 10 millions d'euros. Mais est-ce que ça faisait partie de l'objectif du président du club, c'est de former et revendre? C'était leur argument en ce moment. Avant qu'il ne rebondisse, excuse-moi, il a pensé à créer un club de football, mais pas à créer un business autour du football. Exactement. En fait, le football, en ce moment, c'est une économie. Il faudrait y penser en injectant de l'argent. Il faut savoir que c'est un investissement, donc ça peut rapporter beaucoup plus que l'investissement. Mais pour cela, il faut avoir de la vision et se projeter en conséquence. Allez-y, Passy. Au fait, quand on parle de ce problème, l'Indiscaf, au fait, il y a plusieurs problèmes qui courent derrière. D'abord, Hamid parle également de la formation, on parle également des infrastructures, on parle également de manque de politique sportive parce qu'il en est aussi important. Aussitôt, ça résume le niveau du championnat parce que si le championnat, on se dit ici qu'on a un championnat aussi professionnel, mais au fait, sur les papiers, mais pas sur le terrain. L'image même ne reflète même pas un championnat professionnel. Prenez aujourd'hui le championnat ivoirien qui se diffuse autant pour moi sur Canal+, mais vous faites une étude, vous faites un clin d'œil de journalisme, vous trouverez qu'il y a un écart énorme. Aujourd'hui, la fédération ou ces instances qui décident pour l'avenir du football manquent de stratégie. Il manque de politique, mais il manque de moyens, ou peut-être les moyens sont là, mais il manque de volonté politique. Exactement. Moi, je préfère cette phrase, la volonté politique, parce qu'on a vu ici des mécènes qui ont les moyens, qui ont impacté le football. On a des cadres aussi qui maîtrisent très bien le football, mais malheureusement, on manque de volonté politique. Tout à fait. Alors, peut-être que c'est des intérêts personnels qui les a beaucoup plus intéressés sur l'avenir du football. Alors, quand on parle d'indice, mais on parle du football national. Là, on parle de toute la Guinée. Au fait, l'image du football guinéen. Certes, dans les temps, on était à l'indice 2. Aujourd'hui, à travers Antonio ou dans sa mandature, on est passé à 4. Est-ce qu'il y a eu politique, comme Jean l'a dit tout à l'heure, qui pouvait vraiment sauvegarder, sinon que faire progresser au fait, notre indice de football? C'est pas possible parce que même Hamid vient
de nous rappeler concernant les transferts. Ça n'a pas été la préoccupation des uns et des autres. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui était derrière nous vient de nous chipper dans notre place et la Côte d'Ivoire vient de couper. Découper, et puis avec la plus belle des manières. Nous, au fait, je l'ai tant dit dans nos émissions, il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs pays qui se sont inspirés du football guinéen pour bâtir leur football. Aujourd'hui, ils sont en train de nous devancer. Vous prenez aujourd'hui la Mauritanie qui vient à peine de commencer le football, je m'excuse si un Mauritanien est en train de nous suivre, mais aujourd'hui, c'est la meilleure fédération sportive dans les instances, au fait, dans les centres de décision de la CAF. Où en sommes-nous, la Guinée, depuis 1960? On était de comité de normalisation on est membre de la Confédération africaine de football, mais aucune progression. Depuis pendant combien de temps? Nous, on est où? Encore, le développement qui a été mis en place par un certain Antonio Soare n'a pas été aussi accompagné. Seulement que ces problèmes de poste, de guerre, qui a intéressé les gens. C'est aussi extrêmement important. Il faut qu'on rappelle, avant l'arrivée de ces mécènes, on ne pouvait même pas parler d'Indiscaf, on ne pouvait même pas parler du championnat guinéen. C'est dans les années 2010-2011, l'arrivée de ces mécènes. On a eu quand même quelques opportunités à travers le football guinéen. On a eu des catégories U17. On a amené une très bonne équipe lors du CHAN. Mais c'est comme si l'État n'a pas accompagné ces mécènes en certains moments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que l'État a une partition à jouer qu'il ne joue pas d'ailleurs. Ça, c'est une évidence. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que quand vous vous rendez compte... Rigobert Song disait que c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger... Et c'est qui est grave. Et quand tu sais que tu es en danger, il faut être tranquille. Lorsque vous vous rendez compte de votre problème, on sait qu'il y a très longtemps qu'il y a l'absence de l'État. Comment vous qui êtes des présidents du club, vous vous organisez? Parce qu'il ne faut pas oublier que le club, c'est une entreprise. Exactement. Dans le secteur médiatique, par exemple, je prends l'exemple très bête, mais dans le secteur médiatique, par exemple, on ne peut pas dire que l'État garantit tout ce qu'il doit garantir. Mais les propriétaires de médias, comment ils font pour fonctionner? Ils font tant bien que mal à organiser leurs médias, à chercher de l'argent par-ci, par-là. Ils font fonctionner leurs médias parce qu'ils savent que c'est une entreprise. Je ne peux pas continuellement m'asseoir là à dire que l'État est absent. Du coup, je laisse mon entreprise couler et pleurnicher. Donc, les clubs doivent prendre conscience du fait que les clubs, ce sont des entreprises. Quand vous avez l'absence de l'État, calculez, c'est-à-dire le manque à gagner, et essayez d'apporter des réflexions qui vous permettent de combler ce manque à gagner là. L'État était certes absent, on n'a pas cessé de le dire, mais les clubs n'ont jamais fonctionné en Guinée comme des entreprises. Alors que les clubs doivent fonctionner comme des entreprises. Excusez-moi de vous couper la parole. Si on parle de clubs, on a deux clubs majeurs qui ont des présidents de clubs qui ont les moyens. Il s'agit bien du Orea avec le AFIA. Dans un cadre général, est-ce qu'on peut se dire Antonio a échoué avec le AFIA? Non. Si vous me permettez de le dire. D'abord, pour la précision. En matière de pourcentage, d'objectifs, je connais beaucoup de visibilité présidents qui sont super riches. Je cite par exemple Sohidou Mouya. Il a suffisamment d'argent, il est prêt à mettre du paquet. Qu'est-ce qu'on peut dire que Antonio et KPC ont échoué? Non, on ne peut pas dire que... On va parler d'Antonio, après on va parler de cas de KPC. Est-ce qu'on peut dire qu'Antonio a échoué? Oui, en termes de club. Le club a échoué, le club n'a pas réussi à maintenir le niveau. Même aujourd'hui en Ligue des Champions, ils ne sont pas qualifiés. Ça, c'est un échec. En tant que mécène, on devrait continuer tout de même à l'encourager et à le conseiller davantage à réorganiser ce club-là, de sorte que ça fonctionne comme les autres clubs, comme TP Mazembe, comme Mamelodi, comme les clubs du Maghreb, fonctionnent normalement et qui produisent les résultats escomptés. Donc en tant que mécène, c'est de l'encouragement, mais en tant qu'entrepreneur, qui entreprend en tout cas ses investissements au sein du Orea, il a échoué. Ils ne sont pas très bien gérés et le club a échoué sur le continent. Alors, moi je dirais plutôt que lui n'a pas échoué. Il est venu par passion, il a continué à investir. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de résultat. Je crois que ceux qui sont à côté de lui, ceux qui ont ça comme métier, qui avaient la charge de réfléchir par rapport à des stratégies, par rapport à quelque chose qui pouvait durer dans le temps. Mais attention, Antonio connaît le football. C'est eux qui ont échoué. Il peut connaître le football, mais lui, c'est l'argent qu'il a. C'est quelqu'un qui investit de l'argent. Il ne peut pas à la fois investir, contrôler. Non, mais attention. Avant de venir dans un milieu, au moins, il faut s'imprégner de quelques informations. Et même si vous comprenez une référence. Si vous comprenez la manière dont il fonctionne, je ne sais pas si vous avez la même conception que moi. Pour moi, c'est un passionné d'un secteur qui investit et qui ne s'attend pas forcément à un retour sur financement. Et ça, c'est l'erreur. C'est une erreur, mais c'était aux structures censées organiser cela, peut-être de l'encadrer, de l'aider. D'où l'idée de rappeler à l'État son rôle par rapport à ce niveau. Je crois qu'il devrait y avoir un encadrement
au niveau étatique, c'est-à-dire pour les mécènes qui veulent investir dans le football. Est-ce Dire que que pour investir, mais attention. il y a tel canevas à suivre, par exemple. Il faut investir dans ça, mais dans ça d'abord par la formation, ensuite par la construction des infrastructures, ensuite. S'il y avait un cadre, je crois qu'il aurait mieux fait. Oui, mais malheureusement. Mais attention, à ce niveau, ça allait être un peu compliqué. On dit souvent l'État est fort, mais à un certain moment, je me rappelle, sur le plan footballistique, Antonio était fort. Plus que même l'État, c'est l'entraîneur. C'est d'ailleurs en fait là où je suis pas d'accord avec Guian, Allez-y. C'est vrai que c'est un passionné. Quand vous prenez la peine de mettre du paquet dans votre passion, moi le minimum que vous devez garantir, c'est de faire en sorte que ce dans quoi vous êtes en train de mettre de l'argent, que ce soit productif, c'est-à-dire suffisant ou c'est-à-dire qu'il y ait une capacité d'autofinancement. Voilà, bien suivi. Si j'accorde aujourd'hui 1 milliard, parce que c'est ma passion, je veux que ça fonctionne, faites en sorte d'utiliser rationnellement ces 1 milliard-là pour que vos prochaines dépenses viennent de votre propre poche. Je ne peux pas continuer à faire fonctionner l'entreprise, le club, dans ma poche, parce qu'au bout d'un moment, si j'ai des difficultés, le club s'arrête. Donc le club devrait être producteur de revenus qui lui permettent de vivre. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas. Il a continué à faire fonctionner sa passion. Et au bout d'un moment, puisqu'il a eu des difficultés personnelles, je ne sais pas si c'est avec l'État, si c'est avec des particuliers, le club a eu des difficultés, les joueurs sont partis parce que les salaires n'étaient pas payés. Mais on se demande, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que le club a pu mobiliser comme recette? Moi, à ce niveau, je suis totalement d'accord avec toi. Soit tu ne comprends pas, soit tu ne comprends pas. Moi, je pense que c'est une personne, c'est un individu. Mais il y a une équipe autour, il y a des personnes autour. Selon vous, il est venu novice. C'est vrai qu'on peut l'accabler, mais toutes ces personnes-là qui ont gravité autour pendant plus de 10 ans, qui ont occupé des postes censés générer quelque chose, qui n'ont rien fait. C'est des personnes qui avaient le pouvoir de remplacer. Malheureusement, on les appelle. C'est des personnes qui avaient le pouvoir de remplacer. Voilà pourquoi j'ai parlé de passion. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'accordait pas beaucoup de contrôle dans ces domaines-là. Il contrôlait plus ses entreprises à la base que. Divergence entre les deux, vous les avez suivis, hein? Oui, je les ai suivis. Moi, je pense que ce que Jean dit, c'est approximativement vrai. Parce qu'il faut dire que Antonio avait la passion, Antonio avait la volonté d'aider le football guinéen, mais au fait, il s'est fait entourer par des gens qui l'ont induit dans les erreurs. Parce que, certes, il est là, c'est lui qui met la main dans la poche pour investir, mais il s'est démembré, il s'est fait représenter les gens sur le terrain pour exécuter ses décisions. Alors, si ceux, peut-être derrière le patron, ils se disent qu'ils sont actifs sur le terrain, mais dans une image aussi creuse, alors au fond c'est pas le travail proprement dit qui est en train d'être donc élaboré. L'entourage, vous parlez d'entourage. Oui, on peut bien. Là, il y a même pas de photo. Là où je suis pas d'accord, excuse-moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que quand je vois que lui aussi vous le dédouanez. Non, on peut pas le dédouaner. Il a partie responsable. Moi je vais citer juste un exemple. L'exemple parfait, c'est qu'avec le U17, quand il y a eu des problèmes avec les licences de joueurs qui ont fait que on a fait 5 ans, on ne participe pas à une compétition. Quelles sanctions il y a eu au sein de la fédération? Quelles têtes sont tombées? Pourtant, c'est une structure qui a très mal fait un travail, dont les conséquences sont retombées sur la nation tout entière. Il fallait couper les têtes, qu'on sache évidemment qu'il ne badine pas avec Antonio, le sérieux. quand même, il a sa part de responsabilité. Mais voilà, moi je suis d'accord. Dans cette situation. Il a sa part de responsabilité. Il a sa part de responsabilité. Mais aujourd'hui, l'homme, au fait, ce qu'il nous a laissé, moi je dirais que c'était un bijou. Mais derrière, ça n'a pas été accompagné. Antonio s'est stoppé financièrement. Voilà, son club s'est stoppé. Le club s'est stoppé. Voilà, le football guinéen s'est stoppé à l'international. Je suis d'accord. Parce qu'à un certain moment, il nous avait dit que sans lui, il n'y a pas de football. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut accabler Antonio pour son peut-être sa légèreté un peu par rapport au suivi de son investissement. Trop. Mais il faut aussi parler de ces personnes qui ont gravité autour. Là, je suis d'accord. Parce que ces mêmes personnes continuent à occuper des postes, continuent à décider au nom du football. Donc ces mêmes personnes, si elles ne sont pas accablées jusqu'à maintenant, elles vont continuer à prendre les mêmes décisions. Elles vont nous conduire au même résultat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Quand on parle de football guinéen, on ne parle pas seulement d'Antonio Souaré. Il y a aussi KPC. Est-ce qu'on peut se dire par ailleurs KPC est en train de tirer les leçons? On a vu le projet, l'Académie KPC. Tout dernièrement, les enfants étaient en France. Et on a vu l'équipe qui a été championne de Guinée, ils ont éliminé Génération Foot. Avec l'équipe maghrébine, c'était un peu compliqué. Est-ce que KPC n'est pas en train de bâtir un projet en même temps de tirer les leçons avec quelques échecs d'Antonio Souaré? C'est l'exacte impression que moi j'ai. Déjà, quand je vois comment l'académie fonctionne, comment le centre de formation est en train de fonctionner, et le club, parce que j'ai quand même glané quelques informations sur le fonctionnement actuel du club, c'est beaucoup mieux.
par rapport à ce que j'ai et puis observé au sein du Roya. Parce que déjà, on essaye de s'organiser de telle sorte que les clubs, voilà, les joueurs, les questions de contrat sont bien ficelées. Excusez-moi de partager ça parce que j'ai eu une information en début de saison. J'ai eu une conversation avec... je suis tombé sur le secrétaire général qui négociait le prêt d'un joueur parce qu'ils étaient en train de chercher à équilibrer la masse salariale. Donc le joueur, sachant que voilà, il ne va pas forcément entrer dans les plans de l'entraîneur, je l'ai trouvé très préoccupé à chercher un point de chute pour le joueur pour qu'il ait un prêt, il va évoluer ailleurs, en même temps il gagne un temps de jeu, mais en question de masse salariale, c'est bien pour le club. Ça, c'est des réflexions que j'apprécie parce que le club, il fonctionne comme ça. Exactement. Si vous laissez un joueur comme ça évoluer au sein de votre club, c'est qu'il va rester sur le banc, vous continuez à le payer, sa carrière va être stoppée net. J'ai apprécié cela et quand j'observe le club aujourd'hui, j'ai une nette impression qu'il y a une amélioration et qu'on est en train de s'inspirer. Sinon, quelque temps, KPCI également, il a mis du temps avant que ces investissements-là commencent à donner fruit. Pendant longtemps, le Roya a rien à mettre absolu. J'avais mal de voir que le AFIA ne tenait pas tête. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le AFIA fait de se maintenir. Voilà, ils ont d'ailleurs été champions. Donc, s'ils continuent davantage à s'inspirer et de s'inspirer des erreurs du passé, d'abord de leur côté et du côté du Roya, je pense qu'ils ont un très grand projet qui va être très rentable dans peu de temps. Jean? Oui, je pense la même chose. Je crois que c'est très bien déjà qu'il ait tiré les leçons et qu'il s'inspire différemment de son grand frère parce qu'il y a une certaine différence d'âge. Et c'est très important et c'est bénéfique pour notre football. Quand on voit la manière dont évolue son centre de formation, la manière dont évolue son club en termes d'organisation, on sent qu'il y a une certaine différence. Mais il faut pousser cette différence-là de telle sorte que le club puisse devenir indépendant financièrement parce que tout comme Antonio, c'est un passionné qui est venu dans le football par rapport à sa passion, mais il faut faire en sorte que le football, le club génère de l'argent parce que le football c'est du business. Bien, je suis d'accord avec vous, le football c'est du business. Il est 16h passé de 34 minutes sur notre pendule numérique. Bien sûr, l'émission c'est World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h. Devant votre petit écran, on est dans le bouquet Star Times, canal 113. Au niveau de la radio c'est 89.5 chaque jeudi avec des chroniqueurs sportifs, pourquoi pas des acteurs sportifs dans un cadre général. L'émission, on parle que du sport africain dans un cadre général, surtout de la Guinée. Quand on parle de football européen, c'est dans l'émission Tour d'Europe le lundi avec Hassan Diallo à la même heure. On reste tout le temps avec ce même débat pour parler l'indice. La Guinée a perdu son indice CAF. On n'a plus 4 représentants. Alors, on va passer à la dernière question concernant ce sujet. On a une équipe déjà qui dirige le football guinéen et pourquoi pas le championnat. Vous avez juste au minimum 1 minute. Est-ce que selon vous, avec l'équipe qui est là, les années à venir, on peut retrouver notre place sur le continent africain? C'est possible parce que là, on est en train de voir avec cette équipe, cette nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football, qui sont en train de passer à beaucoup de réformes parce qu'on ne peut pas construire l'élite du football si à la base c'est pas construit. C'est automatique. Surtout les infrastructures. C'est impossible, les infrastructures, surtout, moi, à mon avis, il faudrait qu'ils s'appuient sur ce côté parce qu'on n'a pas de terrain, d'entraînement. Vous passez tout à l'heure au stade annexe du 28 septembre. Les synthétiques, les cartons qui viennent d'être mis il n'y a même pas 3 années. Regardez, l'État aujourd'hui, il n'y a pas d'entretien. Donc, il faudrait que ça soit multiplié. Donc, si cette équipe de la Fédération guinéenne de football passe à la vitesse supérieure pour non seulement construire des stades, mais aussi passer à des formations organisées très rapidement parce que la Guinée, on est en retard. Des nationales, des championnats, des montées qui sont en retard. C'est maintenant, depuis 2022-2023, qui se joue. Des montées. Alors, il faut activer tout ça et remettre tout ça à jour et puis passer à la vitesse. Vous avez dépassé les limites. Quand on parle de football guinéen, pour retrouver également. Il y a trop de déchets techniques. Trop de déchets techniques rapidement. Vous avez peut-être 1 minute. Chacun a une partition à jouer. Que ce soit la Ligue, la Fédération, les clubs et tout. D'abord, je commence par les clubs. Il faut qu'ils s'organisent de sorte à fonctionner comme les entreprises, générer de l'argent, suffisamment de fonds. Parce que le problème de fonds, qu'est-ce que ça amène? Quand j'ai questionné une fois à la Ligue, j'ai dit pourquoi on programme des matchs les mardis, en plein week-end, en pleine jour ouvrable et tout. On m'a expliqué le fait qu'il y a un problème de moyens. Que le problème de moyens, que la Ligue, même quand elle veut programmer par exemple les matchs le week-end, c'est parfois compliqué. Parce qu'imaginez qu'un club qui quitte Conakry
qui va jouer contre le Milo à Cancan. Ouais, c'est autre chose. La Ligue ne voudrait pas qu'elle revienne encore à Conakry pour jouer un autre match. La Ligue enchaîne, tu joues contre Milo, tu joues contre la SAG. En revenant, en revenant, tu joues contre Gangan à Kindia. Ouais. En fait, la Ligue s'organise toujours de telle sorte que votre voyage se passe comme ça. Tu joues Milo, SAG. En venant, tu rentres à Kindia, tu joues à Kindia. Peut-être s'il y a moyen, ainsi de suite. Donc on m'a expliqué que c'est des problèmes de moyens. Malheureusement, ma ville n'a pas de club. C'est pas qu'ils n'ont pas ces idées, mais le problème de moyens font qu'ils sont obligés de caler ça comme ça, afin que les clubs dépensent moins, pour ne pas qu'il y ait des allers-retours, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il y a question de moyens. Il faut que l'État injecte des moyens pour que tout cela puisse changer. Vous pensez qu'avec l'équipe qui a commencé le travail, vous êtes optimiste? Je ne suis pas optimiste. Bien, alors c'est Ahmed Bangora, c'est chacun son point de vue. Emballer rapidement. Non, moi j'aimerais que cette équipe me surprenne, mais pour le moment ça n'en prend pas le chemin, malheureusement. Je m'attendais à quelqu'un qui avait une triple casquette. Malgré ces compétitions qui commencent, le foot féminin. Je m'attendais à quelqu'un qui avait 3 casquettes: l'administrateur, le politique, quelqu'un qui a de l'argent. Mais c'est qu'il est en train malheureusement, le président que je vois là, il est plus politique qu'administrateur ou même visionnaire. Mais attention, aujourd'hui, on est en train de mettre des terrains synthétiques à l'intérieur du pays, ça c'est bon. Même si vous êtes en train de sourire, on avait tellement réclamé les infrastructures et le championnat féminin qui va bientôt commencer. Le football à la base avec les U17, vous pensez que c'est pas des initiatives, même si il y aura pas de suite logique, mais il faut aussi la Coupe nationale. La dernière phrase en dit long, même s'il n'y aura pas de suite, parce qu'il n'y a pas une préparation. Parce qu'il n'y a pas une préparation au préalable de nature à ce que tout ce qui est mis en place puisse demeurer dans le temps, malheureusement. Jean me fait bien de dire qu'il est plus politique, parce que quand vous regardez, vous venez tout de suite de citer le championnat des U17 par exemple. Ça c'est bon. C'est plus politique que... Mais attention, parce que je dis, c'est que quand il y a eu de la précipitation, en fait le politique fait quoi? Le politique, quand ce travail-là doit être bien fait avec le temps, le politique va faire en sorte que ça tombe sur le bon moment, qu'on en parle, qu'il y ait du bruit, de telle sorte que l'efficacité même soit... Mais attention, je ne suis pas contre le championnat des U17, je ne suis pas contre le championnat. Mais là vous êtes contre. Mais il y a une précipitation, il n'y a pas eu de réflexion préalable. Mais il faut qu'on commence. On est en train de dire dans la décision que maintenant, pour évoluer en équipe nationale U17, il faut jouer dans ce championnat-là. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait des académies qui produisaient des joueurs pour cette équipe U17? Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants qui évoluent à l'étranger, qui jouent dans les centres de formation à l'Europe? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais il y a des académies ici qui ne sont pas professionnelles. Attention. Mais même s'ils ne sont pas professionnels, il y a des académies. C'est pour ça qu'il faut prendre c'est pour ça qu'il faut prendre le temps nécessaire. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps nécessaire. Aujourd'hui, il y a une ligue des académies. Mieux organiser ça, informer les académies. Enregistrez-vous auprès de la ligue des académies. Pour tous les autres clubs qui n'ont pas d'académie, mettez en place des académies. Vous avez bien fait de le rappeler. De fait que la Fédération guinéenne de football, elle a entamé et elle a envie de commencer cette compétition. Vous avez eu l'idée de penser aux académies. Moi, je me dis, tant qu'on ne commence pas le projet, on ne va pas avoir... Il y a beaucoup d'effets d'annonce, Major. Sauf que ça va commencer, les autres sont exclus. Oui, mais ils vont venir. Ça, ce qui est important, ce qui est important, l'équipe là aussi a hérité, elle a hérité plutôt une situation plus difficile. Ils sont en train de peut-être de mettre les choses en lumière. Exactement. Le championnat U17 est très important. Allez-y visiter en Algérie, au Maroc, au Sénégal. C'est très important. Non, c'est très important parce que, en fait, tout ne va pas être rose. Je ne suis pas contre le championnat. Aller graduellement, pas à pas. Mais nature a construit quelque chose. Je vais dire une phrase qui résume ma pensée. Je vais dire une phrase qui résume ma pensée. Certainement, tu veux une voiture. D'accord, tu veux une voiture. Tu n'es pas contre une voiture. Mais lorsqu'on te dit qu'il faut vendre tout Koya pour avoir une voiture, tu vas le faire. Mais attention, ça dépend toutes les questions de... Non, vous êtes passé à côté. Vous êtes complètement passé à côté. Je veux dire qu'il ne faut pas forcément se réjouir du championnat si les conditions dans lesquelles, les meilleures conditions dans lesquelles il doit être organisé ne sont pas là. Mais qui doit créer ces prendre le temps nécessaire? Mais c'est la fédération. Oui, c'est la fédération. Il faut prendre les réflexions préalables. Je pense que je vais vous rappeler, avant le championnat guinéen, on jouait sur terre battue. Aujourd'hui, on a des gazons synthétiques. Major, ne nous amène pas autant de précambiens, s'il te plaît. Je vous ai écouté. Nous pensons à un championnat professionnel. Tu sais que le championnat féminin qui va commencer là. Tu sais que le championnat féminin qui va commencer, il y a des ligues qui ne sont pas concernées. Je suis d'accord. Il y a des ligues qui vont envoyer aucun club féminin. Alors, passez. Ce que je dis. Oui, rapidement, allez-y. Ce que je dis. La Ligue amateur avec les U17, c'est l'environnement en fait la plus peuplée. Le plus peuplé autant pour moi. On a plus de 75 clubs informels qui sont affiliés à la fédération. Bien.
Il y a aujourd'hui la ligue des académies qui est bien créée. Certes, les gens ne s'afflient pas. Tout le monde aujourd'hui se dit je suis académicien. Oui. Mais ils ne s'afflient pas. Sinon, il y a un bon processus qui est là. Mais puis aujourd'hui, la fédération a passé à la revue des textes pour diminuer le taux d'affiliation. Je suis d'accord. Parce que certainement, pour inciter les gens. Est-ce que tu ne penses pas que pour inciter les gens à s'affilier à la Ligue des Académies, c'est une manière aussi. Il faut les intégrer. Bon, moi je pense que si vous intégrez quelques académies au championnat U17 et que vous dites aux autres, il faut d'abord vous affilier à la Ligue des Académies pour pouvoir être candidate pour jouer les championnats U17. Beaucoup d'académies vont se précipiter pour aller s'affilier et être en règle. Là, c'est des académies. Ça, c'est bien. Ça, c'est des académies. Au niveau des clubs professionnels, c'est véritablement vrai que chaque club est une équipe U17, une équipe féminine. Sauf que toutes les équipes n'en ont pas pour le moment. Je vais vous rappeler, avant le football, il n'y avait pas hors-jeu. Avant le football, on ne parlait pas de VAR. Mais au fur et à mesure qu'une compétition évolue, après, ces aspects vont rentrer en vigueur. Moi, je pense que... Parce qu'avant, ces idées-là, ils n'avaient pas vu ces idées. Ils n'avaient pas vu. Sauf que ça va commencer. Les idées sont déjà là. Oui, aujourd'hui, lorsque la Ligue va commencer en championnat de U17, après, il y aura des revendications. Les idées existent déjà, il faut en prendre compte. C'est pour ça que je dis, même il fallait animer peut-être une conférence de presse ou un atelier ou quelque chose, un forum pour partager des expériences, partager des idées. Exactement. Beaucoup seront venus pour apporter leurs idées. Là, on n'est pas d'accord avec vous. Vous êtes là à dire, on va attendre d'abord, on va rendre les choses pour. Parce qu'il y a un effet de précipitation dont les conséquences vont être l'exclusion des enfants qui évoluent à l'étranger. On a une panoplie de jeunes qui évoluent à l'étranger qui peuvent garnir nos rangs. Tu penses que si on ne donne pas la chance à nos jeunes qui sont dans les centres de formation de jouer dans notre équipe U17, U20, tu penses que c'est en étant pro à la porte de l'équipe A qui vont venir directement? On est d'accord avec vous. Maintenant, c'est lorsqu'ils ont évoqué pour parler de ce championnat U17, peut-être à travers cette émission, ils vont vous écouter, ils vont prendre. Moi, je pense que au fur et à mesure que la compétition évolue, vous allez voir, on va prendre maintenant les académies. D'où l'idée de la précipitation majeure. En espérant qu'ils prennent un projet réussi, on imagine le résultat avant même de faire l'introduction du projet. Je vous conseille de partir voir l'histoire de la Coupe du Monde, comment la Coupe du Monde a débuté. Toutes les idées dont tu parles là, elles sont venues après, mais si les idées, elles existent déjà. C'est bien. Les réflexions sont faites, il faut en prendre compte. Je pense que déjà, le débat est bouclé. Il dit que c'est au fur et à mesure que les idées là vont venir. Mais du fait qu'on a commencé ce championnat. Mais les idées là, c'est pas au fur et à mesure, elles sont déjà là. Il faut en prendre compte. Je te dis aujourd'hui, je te dis, le championnat, tu as vu le terrain de Bonfi, on a joué le championnat guinéen. Mais puisqu'on a dépassé cela, tu veux qu'on revienne là-dessus? Je vais le dire par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas de terrain. En ce moment. Aujourd'hui, est-ce qu'on joue là-bas? Exact. Mais en ce moment, il y avait des pays en Afrique qui ont des terrains synthétiques. Ouais, mais en Guinée, est-ce qu'à l'époque, on avait des terrains synthétiques ailleurs? On n'en avait pas. Tant qu'il y a une possibilité, il faut l'exploiter. Mais aujourd'hui, les idées là, elles existent. Ce qu'on appelle les possibilités, elles sont déjà là. Pourquoi ne pas les exploiter et les mettre de côté pour expérimenter quelque chose qui va exclure? Pour les exploiter aujourd'hui, je sais que je te dis, on va aller d'abord, on va faire une saison. Maintenant, la saison à venir, il y aura forcément des débats, il y aura des critiques dans les émissions sportives qui vont venir. Depuis des années, depuis 90-94, la FIFA et la CAF ont mis en place cette projet qu'on appelle FIFA Wars 2.0. C'était une manière d'instaurer ce genre de politique. La Guinée, on est en retard. Ne dites pas ici... Tu as compris la raison de ce championnat. On est en retard. Pour prendre cette manne disponible qui n'est pas utilisée. Si maintenant, nous avons une équipe qui peut-être a pensé à ce projet... Mais pas si je te dis... Pour juste prendre l'argent disponible afin d'utiliser à d'autres fins. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que... Si c'était pour une vision à long terme, il devrait mettre en place un plan. Je vais terminer juste par la phrase. Non, il ne va jamais terminer. Non, je termine, je te jure, sur la phase là. Je veux dire, c'est pas parce que tu es en retard qu'il faut mal faire. C'est pas parce que tu es en retard à un rendez-vous qu'il faut conduire comme un fou et aller faire un accident. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce on aura le temps. On aura le temps d'en débattre. On aura 1 heure pour parler de ces projets des dirigeants de football guinéen, surtout au niveau de la Fédération guinéenne de football. On marque juste une petite pause parce que là, le débat est houleux dans cette émission World Sport pour parler de Naby Keita qui est en difficulté avec Werder de Brême.
Il est 16h, passé de 46 minutes. Bien sûr, vous n'êtes pas trompé de fréquence. La radio, c'est CKV FM, la 89.5. La télé, c'est CKV TV, votre média de développement. Vous êtes dans la plateforme sportive. Dans la première partie de cette émission, on a eu assez de temps pour parler du fait que la Guinée a perdu son indice CAF. Et là, ça, c'est pas du tout bon. Vous avez écouté l'analyse de nos chroniqueurs sportifs. On a parlé sur le cas d'Antonio Soirée. En plus, KPC, dans un cadre général, on a parlé des projets dont la Fédération guinéenne de football est en train d'innover. Chacun a donné son avis. C'est extrêmement important. On va tirer les leçons pour mieux avancer dans cette émission. Naby Keita, tout n'est pas rose actuellement avec le capitaine du Sud national de Guinée qui est en désaccord avec son club de fait que le capitaine s'est rendu compte qu'il n'était pas titulaire lors de la rencontre contre Bayer Leverkusen. Le capitaine guinéen a boudé la sélection et actuellement il est sanctionné. Hamid Bangoura, on va parler de ce comportement de Naby Keita. A-t-il raison ou pas? Pour moi, il n'a pas raison. Après, Bien. Je suis désolé. Vous le soutenez? Vous êtes en train de le soutenir? Je ne le soutiens pas. Bien. Je suis désolé. Je m'excuse auprès de tous les nationalistes qui pensent que quand on fait une analyse objective, on est en train de descendre notre joueur. Non, on n'est pas en train de descendre notre joueur. Bien. Ce qui s'est passé, c'est un comportement antiprofessionnel. Le joueur a le devoir de rester professionnel, quelles que soient les circonstances. Surtout de la part d'un joueur qui, au sortir de la CAN, des bruits et des rumeurs faisaient croire que il aurait imposé sa titularisation face au Congo. Bien. On était ensemble en Côte d'Ivoire. Tu as entendu parler de la rumeur que Naby s'est imposé pour jouer face au Congo. Intéressant. Que l'entraîneur aurait cédé à ça. Les bruits la courent. Pour quelqu'un comme ça et qu'on entend en club que parce que tu es remplaçant, tu ne joues pas le match, tu refuses de faire le déplacement. Dans sa communication, j'ai compris déjà qu'il n'a pas démenti ce que le club dit, parce que dans sa communication, il a cherché tout de suite qu'il est resté professionnel, mais nulle part, il n'a dit qu'il n'a pas... Parce que le club a exactement détaillé le comportement qu'il lui reproche. Le club n'a pas parlé en masquant ce qui s'est passé, le club a exactement dit, voilà. Donc dans sa propre communication, il n'a pas nié le fait qu'il n'a pas agi ça. Il n'a pas démenti les informations relayées par le club. Il a parlé de professionnalisme, d'image et ainsi de suite, mais il n'a jamais nié. Et aujourd'hui, la sanction est tombée il y a quelques jours. Et il n'a jamais pris de décision, il n'a jamais fait de communication pour dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que ça fonctionne comme une entreprise. Lorsqu'on vous sanctionne comme ça, il y a une mise à pied. Exactement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez l'organe compétent pour dire je ne suis pas d'accord. Et il faut que, parce que ça va avoir des répercussions sur son salaire, sur ses primes et ça, tout. c'est clair. Donc s'il n'avait pas agi comme ça et qu'il n'avait pas fait ces comportements-là, on aurait eu des réactions de sa part, surtout des réactions médiatiques, parce qu'il estime que cela va donner un coup et un mauvais coup à son image. Mais jusque-là, il n'est pas sorti pour dire je conteste quoi que ce soit, c'est parce qu'il est conscient qu'il agit comme ça. Et ce comportement-là, quel que soit celui qu'il a fait, même si c'est notre compatriote, ce n'est pas un comportement à tolérer. Vous avez parlé de la CAN, là aussi c'est extrêmement important. Ensuite, son club, est-ce qu'on pouvait résumer? Bon, oui, je ne marche pas sur votre là. À la CAN déjà, de ce que je sais, que je ne vais pas dévoiler à l'antenne, je sais qu'il vivait très mal l'époque de la CAN. Parce que si tu as souvenir, moi j'ai fait un post sur ma page personnelle pour soutenir Naby Keita. C'était pas fortuit parce que ça venait de la part de gens qui m'ont dit il vit très mal ça et ainsi de suite. Donc essayez de lui apporter le soutien qui remonte le moral. En tant qu'être humain, en tant que capitaine, on a apporté ce soutien. Mais derrière, ça a un peu explosé. Les rumeurs faisaient croire qu'il aurait demandé sa titularisation face au Congo. Donc, vous voulez dire que Naby Keita, il est indiscipliné? C'est quelqu'un qui... Et en certains mois, on disait que c'est Morla Silla qui était indiscipliné. On commence à voir... C'est ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est ce qu'il vient de montrer en club. Et sur pas mal de choses qui sont passées en sélection, on a plutôt l'impression qu'il est en train de très mal finir sa carrière. Et ça, c'est très regrettable. Naby Keita, c'est lui qui est indiscipliné? Il est indiscipliné? Vous êtes d'accord avec moi, je trouve que c'est une formule trop facile que vous êtes en train de trouver en récompenssant cela et en disant qu'il a... Non, c'est trop facile, cette formule-là. Pour revenir à ce qui s'est passé récemment, et je trouve que c'est inacceptable. C'est inacceptable pour un footballeur professionnel d'avoir un tel comportement. Et je trouve normal la sanction en quelque sorte, et elle devrait peut-être être beaucoup plus sévère pour le joueur. Ce n'est pas normal que juste parce que vous avez compris que vous n'allez pas jouer, que vous prenez la tangente et vous quittez, vous abandonnez votre équipier. Une équipe, elle gagne et elle perd ensemble. Pas besoin de dire que c'est titulaire ou pas. Le plus important, c'est de gagner et de perdre en équipe. Il devrait être là. Il ne devrait pas partir. Le fait d'avoir pris la tangente, il devrait peut-être, je crois que pendant ces 3 ou 4 mois qui restent là, le club va lui priver son salaire. Et naturellement, ça va jouer pour les prochaines négociations en termes pour peut-être partir dans un autre club.
club. Mais c'est inconcevable. Pourquoi il ne faut pas accepter cela? Parce que c'est maintenant un vétéran. Donc il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs jeunes qui ne sont pas à ce moment professionnels qui prennent exemple sur lui, sur sa carrière. Et ce serait très mal qu'ils prennent ça comme un bon exemple et qu'ils suivent cela. Comme en vous écoutant parler, c'est comme si vous êtes en train de caresser l'acte de Naby Keita. C'est ce que j'ai pas compris dans son introduction. Quand il dit que c'est une formule facile. Non, quand je parle de formule, vous avez pris une action qui est passée récemment, vous l'avez collée sur quelque chose qui aurait il faut faire des études comparatives, dont les rumeurs racontent que ça s'est passé, qui n'a pas été prouvé. Laissez-moi aller au bout. Alors, une question. Qui n'a pas été prouvé, et vous dites et vous affirmez cela. Je trouve que c'est inacceptable. Et autre chose, vous voulez comparer cela à une action qui a été prouvée et dont l'entraîneur a pris une décision contre ce joueur-là, et vous voulez comparer ces deux joueurs. Ce n'est pas la même affaire. Ce n'est pas la même chose et on ne peut pas comparer les deux. Par ailleurs, je voulais dire, il faut condamner l'acte de Naby et il ne faut pas inciter d'autres joueurs à suivre le même chemin. Alors, je pense qu'il n'a pas compris. Amir, on va lui poser la question. Comment vous interprétez l'acte de Naby Keita? C'est un acte inacceptable. Indiscipline, on est d'accord. Pour un joueur de sa trempe. C'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline, oui ou non? En termes de discipline. C'est antiprofessionnel. C'est de l'indiscipline, oui ou non? Parce qu'il y a une discipline qui est établie. C'est le Marcel. C'est une discipline qui est établie dans le fonctionnement. C'est antiprofessionnel. Maintenant, je vais aller au bout de ça. C'est une discipline qui est établie dans le fonctionnement des entreprises. En fait, c'est une discipline pour toi. Et moi, je pense que c'est antiprofessionnel. Pourquoi vous voulez trouver un comparatif entre les deux joueurs? Non, mais ce que je veux dire, c'est important. D'ailleurs, ce que je veux dire. En fait, que ce soit Morlaï, que ce soit Naby, c'est inacceptable qu'un joueur fasse de tels actes. Mais il ne faut pas dire que... Il ne faut pas aussi dire... Voilà ce qu'il faut éviter. Voilà ce qu'il faut éviter. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a taxé cela et Morlaï et qu'aujourd'hui, Naby a fait quelque chose de semblable qu'il faut normaliser cela. Naby a eu deux actes. Ce n'est pas normal. On n'a pas des douanes. Il faut condamner cela. Il ne faut pas aussi, bien évidemment... Est-ce que par ailleurs, c'est pas lui qui a sorti Morlaï? Permets que je te dise ça. On va se comprendre. Permets que je te dise ça rapidement. Déjà, c'est de l'indiscipline. Non, ce serait mieux de parler aux auditeurs. Permets-moi d'aller. Moi, je sais de quoi je parle. D'accord, maintenant permets-moi d'aller. Il faut s'adresser aux auditeurs. Dans toute entité, il y a un code de conduite qui est établi et qu'il faut respecter. Il y a un code de discipline qui est établi et qu'il faut respecter. Lorsque vous ne le respectez pas, lorsque vous arrivez à faillir à ça, c'est de l'indiscipline. Il n'y a pas d'autre moyen de l'appeler ça. Et ce que je dis, ce que j'estime que tu n'as pas compris, je n'ai pas dit que ce que tu considères comme raccourci facile. Je dis Naby Keita sort d'une CAN où des rumeurs circulent sur le fait qu'il aurait exigé sa titularisation. Sa titularisation. C'est prouvé? Ouais. Vous avez des infos claires? Non, on a des informations très claires. Vous pouvez assumer cela devant qui que ce soit? Devant qui que ce soit. Non, c'est pas normal. Écoute-moi, non, je vais te dire, moi, je n'aime pas être dans l'extra sportif. C'est pour ça qu'il y a des informations, je ne viens pas déballer à l'antenne ou sur. Tant qu'une info n'est pas officielle, il ne faut pas la. C'est pas question d'information officielle. Il y a des choses que tu sais sur des joueurs que vous dites en privé, tu ne viens pas forcément mettre ça sur ta page. Allez-y, vous êtes libre dans cette émission. Ce que je dis, c'est qu'à la CAN déjà, ces bruits couraient sur le fait qu'il aurait demandé sa titularisation face au Congo. Ça, les gens n'ont pas apprécié. En tant que capitaine. En tant que capitaine. Ça, la prestation n'a pas été à la hauteur du joueur qu'il est. Donc on sort de ça. Et qu'aujourd'hui, c'est le même joueur qui, parce qu'il n'est pas titulaire, refuse de voyager avec le club. Ils sont en train de donner raison à Morlaï qu'on disait qu'il est indiscipliné. Ça vient montrer que... Tu vois le raccourci qu'il est en train de créer. Et moi, je suis pas dans ce raccourci-là. Ils ne sont pas dans la même... On ne peut pas les loger dans la même chose. C'est inacceptable. Avant de la parole à Passy, on dit que Naby Keita, il est indiscipliné. Il y a des rumeurs qui sous-entendent, même à la CAN, il dit que lui-même, qu'il va jouer. Il aurait. Oui, il aurait dit. À un certain moment, avant même la CAN, ils ont privé de Morlaï alors qu'il avait sa place, soi-disant. On l'a collé l'étiquette partout au niveau des réseaux sociaux, qu'il est indiscipliné, problème de magie. On est en train de voir ce même Naby Keita qui refuse de monter dans un bus, mais parce qu'il n'est pas sélectionné. Et d'ailleurs, Major, je veux rajouter, qui a refusé de porter aussi, à la veille de la CAN, qui a refusé de porter la tenue traditionnelle. Exactement. Parce que sous quel prétexte? Il le sait. Voilà. À la CAN, tous les joueurs sont venus prendre la photo sauf lui. Et puis si tu veux permettre aussi, tu vas permettre aussi. Ça, c'est de l'indiscipline. Il fait ce qu'il veut. Alors, si vous me permettez aussi, et puis,
Ils ont épargné Madi dans l'équipe nationale à cause de Naby Keita pour histoire de copinage. Ça aussi, il aurait. De toutes les façons. Il ne faut pas affirmer de telles choses. Non, nous sommes écoutés au-delà de c'est pas normal. Il aurait. C'est un comportement de trop. On va donner le temps à passer. De toute façon, on ne va pas rentrer dans ces sujets. En tout cas, on en a besoin. On en a besoin quand même. On en a besoin. Mais il faut oser, en tout cas, remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est important. Allez-y, remuer. Entre Naby ou... Tu peux remuer, Major dit que tu peux remuer. Je suis en train. Les conséquences, il va les recevoir. En tout cas, un proverbe Sousoumé dit que quand tu vois un péché dur pour longtemps, c'est qu'il est allé chercher le fouet. Expliquez-nous. Non, en entre parenthèses, je vous laisse réfléchir là-dessus. Non. Sauf que nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris, mon frère. Tout le monde c'est trop fort. Hein? Oui, c'est trop fort. C'est des sages qui nous ont livré cela. Donc on va méditer. Merci beaucoup. On a suivi, au fait, cette époque entre Naby et le jeune Morlaï. Le frère a catégoriquement refusé que le jeune Pépite intègre l'équipe A du Sénégal. Aurait refusé. C'est son avis, on l'écoute. C'est mon avis là-dessus. Bien. C'est mon appréhension alors là-dessus, selon ce que je veux. Il a refusé. Hein. Moi, je dirais que c'est lui qui a refusé que le jeune Morlaï vienne dans l'équipe nationale. Moi, entre deux, n'est-ce pas? Parce que, au fait, il aurait senti, quand le petit vient, son poste serait menacé. Il a fait, au fait... Tout ça, ça se réjouit. A dû même amenacer son poste et voilà, ils ont écarté le tout ça se réjouit sur ce qu'on appelle l'indiscipline professionnelle. Alors, ce qui arrive sur Naby au niveau de Weber de Drem, moi je pense que le joueur, ce qu'il a fait au petit, c'est ce qui est en train de le rattraper. Vous venez maintenant dans mon proverbe. D'accord? Aujourd'hui, s'il montre en face du monde, ou aussitôt dans son club, proprement dit, qu'il ne voyage pas parce qu'il a comme l'impression quand il voyage, il ne serait pas titularisé. Il ne va pas jouer avec Madi parce que Madi est en train de sortir avec sa copine. Il ne faut pas le laisser dans son côté. Il faut le laisser s'exprimer. On n'aime pas dire la vérité, on veut juste... Il faut le laisser. Oui, ça fait mal. Non, on ne va pas transformer l'émission spécialement pour Naby. Mais il faut dire tout simplement que Naby, il a montré ce qu'on appelle son indiscipline. Bien. Vous comprenez? Quand un joueur vient dans un club professionnel, il y a tout un contrat qui est là à ficeler. Il y a les termes de ce contrat. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que Werder Bremen fait photo ou fait cadeau à Naby? C'est pas lui le capitaine de Werder. C'est pas lui le capitaine. Non plus, il n'est pas... il est venu sous contrat. Il est venu sous contrat. C'est un marché, c'est un transfert, c'est un business qui l'a fait venir. Il est venu pour une mission. Il joue, quelles que soient les circonstances, ou il ne joue pas, quelles que soient les circonstances. Il reste sur le banc. On a vu des joueurs, Di Maria qui a siégé sur le banc de Real pendant combien de temps? Il n'a même pas gratté même 200 minutes jusqu'à ce qu'il a demandé le départ. Mais il est resté le joueur qu'il est. En tant que professionnel, il devait rester et respecter aussi les termes de son contrat de footballeur professionnel et vivre avec les circonstances. Mais qui, aujourd'hui, peut vraiment prendre le risque face à un Bayer Leverkusen Maître Naby Keita. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans ce studio? Si c'était avec le Sidi national de Guinée, on allait appeler Naby, il allait être titulaire comme ce qui s'est passé lors de la CAN entre la Guinée et la RDC. Parce que tout le monde était unanime que Konaté, il nous a mis tout le monde d'accord contre le Cameroun, contre la Guinée équatoriale. Pourquoi ce joueur n'était pas titulaire? Et deuxièmement, pourquoi Agibou n'a pas joué ce match-là en tant que milieu de terrain? Est-ce que si c'était en équipe nationale, vous pensez que Naby allait jouer ce match avec Kaba? Non, impossible. Bien. Impossible, c'est pas possible. Et je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour. Morlaï est un chouchou du public guinéen, c'est ce que je comprends. Voilà pourquoi on est en train de... On croit que s'il n'est pas sélectionné, c'est juste parce que à cause de Naby. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut pas trouver... Pourquoi Morlaï est chouchou? C'est parce qu'il est beau? C'est pas. Peut-être ça. C'est à vous d'expliquer ce côté chouchou. Alors, ce que je veux dire, il n'aurait pas joué. Il n'aurait pas joué. Ça, c'est dedans. De deux, ce que je veux dire en deuxième chose, en deuxième partie, autant pour moi, c'est que en plus de 10 ans de carrière professionnelle de Naby, c'est la première fois que j'ai entendu une frasque de ce genre. Oui.
moi, je commente les choses officielles, bien évidemment. Je m'en tiens à ce qui est officiel. C'est la première fois que j'entends cela. Mais ce n'est pas parce que c'est la première fois que ça devrait être toléré. Parce que c'est maintenant un exemple. Un exemple pour plusieurs jeunes joueurs guinéens, professionnels ou non professionnels. Un exemple même au-delà. Donc, il devrait être sanctionné à la hauteur de ce qu'il a commis. C'est inacceptable, c'est anti-professionnel. Et même le fait de s'être justifié à travers une publication devrait alourdir encore la sanction beaucoup plus. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est une indiscipline de trop. Et encore, je dis, c'est pas pour une question de nationalisme qu'on va soutenir ça. Et je rappelle l'épisode, c'est pourquoi je dis que c'est une indiscipline de trop, parce qu'à la veille, même si on voulait soutenir ça, à la veille de la CAN, j'ai très mal digéré le fait qu'en tant que capitaine, il refuse de s'associer à l'ensemble de l'équipe pour la photo. Ça c'était officiel, même si Jean a laissé la partie là, il a mis ça dans Corbet. Quelle que soit la raison, le capitaine doit être exemplaire. Imaginez que certains joueurs décident de suivre ce qu'il fait. Ils se disent, c'est son droit. Mais en quoi c'est son droit? En quoi c'est son droit? Dans quel article? Je vous donne un exemple. J'ai vu Kylian Mbappé refuser une photo officielle avec l'équipe de France. Pourquoi? Non. Pourquoi? Pour les raisons publicitaires. Attention, c'est différent. Maintenant, je vais se calmer. Je crois que je vais l'aider. Il a besoin d'aide. La différence avec Kylian Mbappé, c'est je vais t'aider. La différence avec Kylian Mbappé. Je n'ai pas besoin d'aide. Alors, pourquoi alors Mbappé a refusé? Je te pose la question. La raison. Mais les raisons étaient publicitaires. Il n'a pas de réponse. C'est une photo sur laquelle on devrait apparaître. Il y a une question publicitaire. Et cette question publicitaire n'étant pas réglée, il s'est dit il faut que ce soit réglé avant que j'apparaisse sur la photo. Ce qui est en train d'être fait. La Guinée en tenue traditionnelle, à la veille de la CAN, il n'y a aucun contrat publicitaire. Il n'y a ni Orange, ni Guy Copresse, ni rien qui apparaît sur la photo. C'est une photo de famille de l'équipe nationale. Comment tu peux dire que tu n'apparais pas sur ça en tant que capitaine? Et si certains joueurs décident de suivre le même exemple que toi, il s'est dit on ne le fait pas. À quel moment on va prendre la photo? Après, on nous informe que Kaba Diawara, c'est un entraîneur discipliné. Il est là pour. C'est toujours quelqu'un qui a été dans de deux poids, deux mesures. En fait, quand certains le font, c'est des chouchous. C'est des chouchous, on les dort là. C'est de l'indiscipline. Moi, je trouve que Naby Keita n'était pas du tout dans son droit de refuser la photo de famille avec la sélection. Il aurait dû être là. En capitaine, tu vas me dire quel article qui lui donne ce droit-là de ne pas être sur la photo de famille, alors que le capitaine exemplaire qu'il doit être, il aurait dû être le premier à être sur la photo pour montrer l'exemple à tout le monde. Parce que si certains joueurs décident de le suivre, la photo, elle n'aurait jamais eu lieu. Il y a pas mal d'autres choses qui, moralement, sont totalement inacceptables pour un capitaine. Vous avez 1 minute à se défendre face à la. Non, moi je ne défends pas. Je donne des infos à ceux qui nous écoutent. C'est ce qui est important. Mais non, attention. Il a des positions arrêtées. J'ai mes positions à moi et elles ne changeront pas. Je reviens par rapport à la photo. Je trouve que c'est totalement son droit de refuser de participer à une photo par rapport au port d'une tenue dont il ne connaît pas la provenance. Je trouve que c'est son droit. Et personne ne peut obliger un joueur à porter une tenue qu'il ne veut pas porter. De surcroît, ce n'est pas une tenue officielle de l'équipe nationale dont il est dans l'obligation de porter. Je finis cela et je pars sur. Donc les bouteilles d'eau qu'il boit à la canne, le fait de dire que Naby est indiscipliné aujourd'hui juste parce que cet acte-là est une insulte pour toute sa carrière. Et c'est inconcevable. Bien. Alors, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on ne va pas maîtriser aujourd'hui dans ce studio. Même nos techniciens sont étonnés, mais c'est extrêmement important. C'est son avis. Il faut quand même soutenir Naby Keita. Nous, on ne va pas lui soutenir. Il faut qu'il arrête ces genres de choses. Il est capitaine d'une équipe nationale. Il va être exemplaire. Je n'ai jamais soutenu Naby par rapport à ce qu'il a fait ici. J'ai juste remis ça dans un contexte et j'ai dit qu'il devrait être sanctionné parce que c'est anti-professionnel. Personne ne doit prendre exemple sur ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas de souci. On aura le temps d'en parler, ce qui reste clair quand même. On ne va pas se réjouir de ces mauvaises nouvelles de Naby Keita, c'est extrêmement important. Il faut qu'il arrive lui aussi à revoir comment il va terminer sa carrière de football. Je vous rappelle encore, il est 17h, passé de 5 minutes. La radio, c'est Kavi. Notre fréquence, c'est la 89.5. La télé, c'est Kavi TV. On est dans le bouquet Star Times, canal 113. L'émission, c'est World Sport chaque jeudi, dès qu'il est 16h avec des chroniqueurs sportifs. On va quand même vous donner assez d'infos. Je sais qu'actuellement, vous êtes autour du quai. Vous êtes à bord d'un taxi, vous êtes dans les kiosques, vous êtes en famille, vous êtes au bureau, vous êtes en train de faire votre petit débat concernant ce sujet. Alors, on marque une virgule, on revient ici sur ce plateau pour parler du futur Ballon d'Or. Il s'agit bien de Serhou Guirassy.
C'est de la chaleur dans cette émission sportive avec un débat qui est houleux, des chroniqueurs sportifs aussi intéressants, des analyses qui attirent l'attention des téléspectateurs et des auditeurs. C'est comme ça, ça se passe chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, on va vous donner votre dose. C'est extrêmement important si vous êtes amoureux du sport. Même si vous n'aimez pas le sport, c'est des sujets qui intéressent tout bon Guinéen. La question, elle reste peut-être fondamentale ou pas. C'est ce qui nous taraude d'esprit actuellement, tout bon Guinéen, patriote. Et cette fois-ci, Serhou Guirassy est-il le grand favori pour remporter le Ballon d'Or? A-t-il un concurrent sérieux? Les questions restent fondamentales. Tout dernièrement, on a vu des sorties médiatiques. On a vu l'avis de notre confrère Karim Baldier dans un média de la place qui a donné son avis. Les gens l'ont répondu, d'autres sont opposés, d'autres se sont réjouis de ces analyses que selon lui, si Serhou Guirassy était champion d'Allemagne, il allait l'attribuer le Ballon d'Or, en même temps lui mettre dans les top 10 ou... Moi, je n'étais pas du tout d'accord. Alors, Passy Bangoura, Serhou Guirassy est-il le candidat sérieux? Est-il favori? A-t-il un concurrent aussi? Sauf qu'on veut faire de ça, en fait, une chanson. Mais je pense que Serhou Guirassy est parti d'office meilleur joueur africain, mais aussi Ballon d'Or, parce que il a toutes ses qualités. Il a eu toutes ses statistiques pour aujourd'hui se hisser au niveau du grade suprême de ce trophée individuel. Moi, à mon avis, je dirais que ce qu'ils sont en train de dire ou bien de penser que le jeune n'a vraiment pas les verbes ou les stats qui lui rendent possiblement ce trophée individuel, peut-être ne se sont pas aussitôt intéressés également de sa performance, de sa constance, de ses statistiques, de sa ratio en termes de nombre de matchs. Parce qu'on se rappelle, depuis après la CAN, étant blessé, le jour qu'il a mis pied sur le rectangle vert, il a marqué. Et regardez les buts qu'il parvient à planter dans les mailles du filet. C'est des buts spectaculaires, c'est des buts d'école, c'est des buts d'un grand joueur. Malheureusement, il n'a pas de trophée. Il a des concurrents aussi qui sont sérieux. Oui, des concurrents sérieux, mais qui peut vraiment se rapprocher de lui? Peut-être Boniface, le Nigérien qui a joué la finale de la CAN. Non, c'est pas des concurrents. Jouer la réalisation, attention. Jouer la CAN et puis se mesurer à un certain Serhou Guirassy qui aujourd'hui... Qui n'a pas atteint les demi-finales, qui n'a pas été exploité par son entraîneur. Peut-être qu'il n'a pas atteint les demi-finales avec son équipe, mais on l'a répété, même la dernière fois dans All Sport, nous avons dit ici, le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel. Alors, le trophée individuel se juge sur des performances individuelles, pas sur des performances du club ou par rapport à l'équipe nationale. Quand c'est individuel, on l'a vu, ce qu'il a pu donner quand même au sein de son équipe. C'était peut-être, il s'est retrouvé au sein d'une configuration où peut-être il ne s'est pas trop senti à l'aise de la manière où il a l'habitude de jouer au niveau de Stuttgart. Mais aujourd'hui, avec son club, il part loin. Mais au fait, avec tout... Il est en train de progresser. Il est en train de progresser. Je suis d'accord avec vous. Permettez-moi de vous couper la parole rapidement. On va rappeler ce numéro à ses fidèles auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez réagir via SMS, message sur le 629 95 67 67. Je répète encore, par message, vous pouvez réagir sur le 629 95 67 67 629 95 67 deux fois. Concernant le cas de Serhou Guirassy, est-il le grand favori pour remporter le Ballon d'Or? Et aussi le comportement de Naby Keita au sein de son club. Je répète encore avec le numéro 629 95 67 67. Naby Keita, voilà, on a fini de parler de Naby, on va parler de Serhou Guirassy. Serhou Guirassy est-il un candidat sérieux? Il n'a pas de concurrent pour prendre ce Ballon d'Or? Oui, mais d'abord je vais préciser ou peut-être corriger sur le fait que ce n'est pas le futur Ballon d'Or mais le prochain. Bien. Parce qu'il y a une petite différence entre le futur, ça c'est dans le super. Le prochain Ballon d'Or c'est lui, pour des raisons que je cite, parce que quand moi j'analyse les candidats profil par profil. Bien. On me parle de Odilon Kosunu. Je rappelle d'ailleurs que les nominations ont commencé pour l'équipe type du championnat allemand. Il n'est pas nominé par les premiers médias qui ont commencé à mettre en ligne les votes. Il n'est pas nominé dans le poste de meilleur défenseur. Ça veut dire que même au sein de son club, Leverkusen, il ne fait pas partie des meilleurs défenseurs. Parce qu'il y a Tapsoba devant lui, il y a Jonathan Tah devant lui. Et derrière, il y a qui, même quand il joue arrière droit, il y a Frimpong qui va passer devant lui. Et ainsi de suite. Tu peux citer 4 défenseurs au sein de son club qui passent devant lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur clé, c'est un joueur qui se fond dans la masse, c'est pas un joueur qui est indispensable.
Quand on parle de trophée collectif, il faut que votre poids soit énorme dans la conquête de ce trophée collectif-là. Vous ne pouvez pas être un joueur quelconque dans un effectif et espérer qu'en gagnant le trophée collectif, que vous allez gagner le Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or est un trophée individuel qui récompense les prestations individuelles que vous avez faites. Bien. Et quand les gens disent Serhou Guirassy n'a pas gagné de Ballon d'Or, je veux savoir dans quel article de trophée je veux savoir dans quel article il est inscrit que si on ne gagne pas de trophée collectif, on ne gagne pas de Ballon d'Or. Et là, Diouf a gagné le Ballon d'Or sans trophée collectif. Aubameyang a gagné le Ballon d'Or en 2015 sans trophée collectif. Adebayor a gagné le Ballon d'Or en 2008 sans trophée collectif. Et pire d'ailleurs, je peux citer 2 de ces cas. Par exemple, quand vous prenez le cas de Elad Diouf, quand il gagnait le Ballon d'Or en 2002 sans trophée collectif, c'est qu'il y avait Lorraine Etame-Mayer qui avait gagné la CAN, qui avait été champion d'Angleterre, qui a gagné la Coupe d'Angleterre, qui a même gagné Community Shield, mais qui n'a pas gagné le Ballon d'Or parce que individuellement, ce que Elad Diouf avait accompli sur le plan personnel était plus énorme et plus valorisant que ce que Etame avait gagné dans son collectif. Ça, c'est un. Le cas de Adebayor, par exemple. Quand Adebayor gagnait le Ballon d'Or en 2008, c'est sa saison qu'on a célébrée. C'est sa saison qui a été récompensée. En concurrent, il avait Abou Trika qui avait gagné la Coupe d'Afrique avec l'Égypte, qui avait gagné la Ligue des Champions avec Al Ahly. Donc, en termes de trophée collectif, il n'y avait même pas débat. Il avait gagné les trophées collectifs nécessaires, mais il n'avait pas pu gagner le Ballon d'Or devant Adebayor qui, sur le plan personnel, ce qu'il avait accompli à Arsenal, 24 buts sur la saison, c'était énorme. Et qu'est-ce que Guirassy a fait? Guirassy a planté plus que ce que Adebayor a réalisé. Et le monsieur, il est en train de porter un club qui venait de se maintenir la saison passée en Bundesliga. C'est ce club-là qu'il ramène en Ligue des Champions, avec une possibilité de terminer le championnat deuxième, plus de 2 fois, environ, si j'ai bonne mémoire, joueur du championnat allemand, alors qu'il n'a pas disputé tout le championnat. Il va être forcément dans l'équipe type de la saison, alors qu'on est en train de lui comparer quelqu'un qui ne figurera pas, qui n'a aucune chance, je le dis, et je le persiste, qui n'a aucune chance d'être dans l'équipe type même de son club, aucune chance de figurer dans l'équipe type du championnat, et quand même vous prenez la Côte d'Ivoire, il n'est même pas numéro 1 à son poste. Parce que je le dis, Evan Dika vaut plus que Kosunu dans la défense ivoirienne. Donc quelqu'un qui n'est ni numéro 1 en club, ni numéro 2, il n'est ni numéro 1 en sélection, c'est-à-dire qu'il se fond dans la masse, qui est un joueur quelconque qu'on peut remplacer sans qu'il y ait un impact. Tu ne peux pas le comparer à quelqu'un qui a planté 27 buts et qui, lorsqu'il n'est pas là, son équipe souffre. Quand il est là, c'est différent. Parce qu'on a vu Stuttgart sans Serhou Guirassy. Stuttgart a vraiment galéré quand Guirassy était blessé. Quand il est revenu, le succès est revenu. On a tout de suite conclu que cette équipe était Guirassy dépendante. Donc vous ne pouvez pas lui comparer des joueurs qui n'ont pas la même trempe. Et pour terminer avec ça là rapidement, sur la saison européenne, quel est aujourd'hui l'Africain qui porte l'étendard de l'Afrique sur la scène européenne, sur la scène mondiale? C'est bien Guirassy. Il est le 2e meilleur buteur de tout le continent européen, de tous ces grands championnats-là, derrière Harry Kane, en ayant joué moins de matchs. Donc c'est lui qui est en train de briller. C'est-à-dire celui sous l'ombre de qui vous êtes tous en Europe. Tu ne peux pas prétendre que tu as fait une meilleure saison que lui. Or, le Ballon d'Or récompense, c'est le prix du meilleur joueur africain de l'année. Et sur l'année, aucun joueur africain n'a fait mieux que Serhou Guirassy, qu'il gagne un trophée collectif au bas. S'il en gagne, c'est un plus. S'il n'en gagne pas, cela n'enlève rien au fait que c'est lui qui a réalisé la meilleure saison et c'est la meilleure saison qu'on récompense. Un bon entendeur, salut. Alors, permettez-moi de vous rappeler ce numéro 1. Vous pouvez nous écrire par message sur le 629 95 67 2 fois. 629 95 67 2 fois. Serhou Guirassy est-il le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or africain? Moi, je dirais qu'il s'est beaucoup étalé sur un joueur qui n'est pas un véritable concurrent de Guirassy. Kosunu, pour moi, il ne figure pas sur les concurrents effectifs de Guirassy. Les véritables concurrents, si on peut en parler, c'est Salah dont il a parlé, c'est Adebayor dont on a parlé. Boniface pour moi vient en dernier ressort et un peu l'autre Nigérian de Naples. Pourquoi j'ai cité les 2 premiers? C'est en perspective de la fin de saison. Si par exemple Liverpool remporte la Premier League, ça peut être un peu plus difficile parce qu'il est le porte-étendard de Liverpool cette année. Et si par chance Marseille remporte l'Europa League, on peut bien évidemment estimer que Aubameyang serait en pole position. Mais pour revenir à ce consultant dont tu as parlé, j'ai envie de souligner quelque chose et de m'adresser à tous ceux qui nous écoutent. Les consultants sont plus ou moins comme tous les êtres, mais ils ont quelque chose en plus, c'est qu'ils ont plusieurs moyens
plusieurs choses à leur disposition pour apprécier quelque chose. Ils ont plus d'observation, plus d'observance, je vais dire, et plus de concentration. Et ils ont peut-être plus d'expérience un peu sur certains aspects. Mais le football, ce n'est pas de la mathématique. Ce n'est pas là où 1 plus 1 n'est pas forcément 2 en football. On peut avoir une analyse aujourd'hui et le lendemain, cette analyse est désuète. Elle n'est plus valable. Pour finir, si on veut contester le fait que Guirassy soit le prochain Ballon d'Or, c'est soit parce qu'il est guinéen, on se sous-estime, soit il joue pour Stuttgart, qui est un club pour le moment qui n'est pas dans le top, malgré que cette année, ça soit une saison exceptionnelle, ou encore on veut seulement se minimiser en tant que Guinéen. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est que sur le cas Salah, par exemple, Salah, il a moins de chances de finir, par exemple, dans l'équipe type de la Première Ligue. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez ce que réalise Cole Palmer avec Chelsea, quand vous regardez, Alan est actuellement meilleur buteur, bien qu'il soit un peu moins performant que la saison passée, mais c'est lui qui est le meilleur buteur du championnat avec 20 buts. Quand vous prenez Saka, quand vous prenez Oli Watkins, qui avec Aston Villa, une équipe moyenne comme ça, qui a planté plus de buts que lui, il a moins de chances de finir parmi ces 4-là dans le quatuor qui va animer. C'est pourquoi je parle de Salah. Salah pour le Ballon d'Or africain en ce moment, c'est comme Messi pour le Ballon d'Or européen. Oui, il a un certain statut. Ils ont un capital. Il suffit d'un peu si vous prenez Salah, pour que les gens votent pour eux. Si tu le prends Salah, pourquoi moi il ne me fait pas peur? Parce que quand on prend par exemple le bilan de l'Égypte à la CAN, Salah en est comptable. Parce que contrairement à Guirassy qui a joué moins de matchs, Salah a joué presque tous les matchs de poule. Et comment l'Égypte s'en est sortie? Alors, ils s'en sont remis presque à la dernière minute. Donc ça, c'est un échec dont il est comptable. En tout cas, moi j'étais quand même surpris. C'est mon avis quand j'ai entendu l'avis de notre confrère Karim Baldé. Voilà, je ne veux pas tergiverser là-dessus. J'étais quand même déçu, quand même surpris de l'entendre. D'ailleurs, je veux préciser que Karim Baldé n'est pas vraiment un consultant sportif. Exactement. Parce qu'il faut préciser les choses. Ce n'est pas un consultant sportif. Voilà. Attention, être consultant sportif, on ne peut pas donner la casquette de consultant sportif à tout le monde. Parce qu'on vous consulte sur des sujets. Il ne suffit pas de venir faire des interviews ou faire du journalisme. Ça n'a rien à voir. Ça demande des choses plus grandes que ça. Yann, il le sait. Ouais. Et on peut vous être amené à analyser sur les questions tactiques, sur les questions techniques, et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas dire que voilà, c'est un consultant sportif, donc il a dit que Guirassy ne peut pas être Ballon d'Or, il peut être dans le top 5. Donc c'est vrai. Non, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le plus souvent, les gens, pour prendre l'exemple, voilà, ils disent, qu'elle a dit, voilà. Et en tout cas, sur celui que je connais, il avait une émission qu'il animait à Espace. Et aujourd'hui, avec New World TV, c'est quelqu'un, il réalise des interviews et tout. Mais je ne l'ai jamais vu invité. On peut le placer dans la case des commentateurs. Voilà, mais je ne l'ai jamais vu sur un grand plateau en tant que consultant. Et on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est comme si on l'a insulté. Tu peux donner tes avis, on dit qu'on n'est pas d'accord avec toi. Non, ceux qui diront ça, ils n'ont qu'à dire ça. Ça, c'est l'avis de Karim Baldé en tant que je pense que un soi-disant consultant. Non, même si en consultant. C'est l'opinion d'une personne. Oui, c'est l'opinion d'une personne. Tu sais, par exemple, je prends l'exemple sur Habib Beye. Habib Beye, aujourd'hui, c'est un consultant sportif qui est reconnu. Il peut donner son avis et que toi, passer. Tu peux avoir un avis contraire. Merci. Ça, c'est l'exemple parfait, peut-être, pour dire c'est ça. Habib Beye, par exemple, c'est un consultant, c'est un commentateur. Parce que quand on ne fait pas la différence entre les commentateurs, les présentateurs, les consultants, les journalistes, reporters d'images, quand on ne fait pas la différence entre tout ça, au bout d'un moment, on se retrouve on dit c'est pas si qui a dit. C'est Major qui a dit. Mais attention, tout le monde n'est pas consultant. On peut être journaliste, reporter d'image, on peut être commentateur. C'est ce qui était grave. Il était dans un milieu où il n'y a pas de connaisseurs de football. Il était dans une émission politique. Logiquement, il a mis tout le monde d'accord rapidement. Alors, permettez-moi de vous lire les SMS. Bonsoir à l'équipe. C'est Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Aujourd'hui, c'est Guirassy. Certes, il est au sommet de son art. Il répond vraiment présent dans les différentes sorties de son club. Qu'il sache réellement qu'il a du chemin à faire, qu'il continue à briller encore. Nous lui souhaitons bon vent à la réception du Ballon d'Or africain, fier du jeune Guirassy. Allez, les SMS ne font que pleuvoir. Bonsoir, les monuments de la presse sportive Kavi Media. Pour moi, il est bien parti pour remporter le Ballon d'Or africain. Seydou Guirassy, l'attaquant guinéen de Stuttgart, continue tout tranquillement de s'imposer. Le désormais meilleur buteur du club gagne peu à peu le cœur des dirigeants des grands clubs comme le Real, Manchester United et tant d'autres. C'est Boïba depuis Mbalia dans Kissidougou. Voilà, waouh, là c'est super. Hein. Il est long de Conakry. Et si Boniface remporte la Coupe d'Europe, la Coupe d'Allemagne avec des buts importants à son actif à chaque finale,
plus le championnat d'Allemagne. Attendons un peu. Alors, il n'y a pas de souci. Merci quand même, chacun à son avis. Bonsoir, ma radio. Moi, c'est Doumbouya Ismaël depuis Dabondi 3. Pour moi, le ballon d'or africain, c'est pour Serhou Guirassy. Bonne émission. Merci à toi, Dudi. Bonsoir, la meilleure des radios. En ce qui concerne sur le cas de Serhou Guirassy, il mérite d'être futur ballon d'or africain l'année prochaine. Il n'y a même pas un débat là-dessus. 25 buts en championnat, vraiment, c'est phénoménal. Signé par Ousmane Souma depuis Nongo. Allez, les SMS ne vont que pleuvoir, même si nous sommes vers la fin. À partir de 17h30, on va boucler portes et fenêtres de cette émission. Continuez à nous écrire sur le 629 95 67. Deux fois votre avis. Serhou Guirassy est-il le grand favori pour ce ballon d'or africain? Alors, la fin de cette émission pour boucler, on va parler de ce grand sujet qui nous intéresse déjà. Le CI national de Guinée a connu son calendrier pour la Coupe du Monde 2026, alors que l'entraîneur, il gère deux catégories en Guinée, les U23. C'est Kaba Diawara qui est l'entraîneur. En même temps, il gère l'équipe nationale. Même si ce n'est pas le même calendrier, vous pensez que Kaba Diawara va être apte? Est-ce qu'il aura le temps en même temps de gérer les deux catégories, parce que bientôt encore les barrages? C'est pas possible, hein, c'est pas possible. Il faut dire, il faut oser dire la vérité. Il faudrait pas qu'il soit gourmandiste également. C'est bel et bien l'expression pour être par-ci et par-là. À mon avis, il n'est pas le seul IP, le seul connaisseur de football. Il y a des jeunes entraîneurs, il y a des personnes aujourd'hui qui viennent de passer CAF D. Il y en a qui ont CAF B, il y en a qui ont CAF A, il y en a qui ont CAF Pro. Alors aujourd'hui, Kaba n'est pas le seul à être au sein de l'équipe A, mais aussi... Et surtout le calendrier, est-ce que va lui permettre de gérer? J'en viens là-dessus, aussi au sein de U23. Encore, on vient de sortir fraîchement d'une compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, il y a des gens qui sont convaincus de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a pu donner par rapport à la prestation de cette équipe guinéenne. Je parle du CI national. Donc selon vous, il n'est pas capable. Je pense que la question, c'est pas là. Oui, il peut être capable, mais est-ce qu'il peut gérer? Il ne pourra pas, Mazor. Ouais. Peut-être vous voulez chipper peut-être mon intervention là-dessus. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Ouais. Il pourra pas dans la mesure où les U23 sont dans un autre match d'appui. C'est pas aussi un match, c'est très important, mais aujourd'hui, certes, la Guinée, on n'a pas joué les JO. Peut-être si on a joué, ma mémoire est limitée là-dessus. Avec une génération de Salamso. De Salamso, peut-être, oui. Mais la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui une des compétitions que tous les Guinéens rêvent vraiment d'y participer. Et être constant à la CAN. Être constant à la CAN, mais aussi venir jouer la Coupe du Monde où le rendez-vous au fait, est sollicité pour toutes les grandes nations du monde du football mondial. Ouais. Alors, si toutefois, Kaba, il faut-il se concentrer sur le match d'appui des JO ou est-ce qu'il faut venir jouer les éliminatoires quand on sait qu'on doit faire de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, on doit faire avec l'Algérie et aussi les Zimbabwe. On va d'ailleurs se qualifier, c'est encore le véritable bémol. Oui. Alors moi aujourd'hui je dirais qu'il ne peut pas, il n'a qu'à se concentrer sur l'équipe nationale A et laisser les U23 à d'autres jeunes. Jean. Oui, moi, j'ai été surpris de l'annonce lui portant à la tête des U23, même si l'explication derrière semblait tenir la voie. Et il faut, je crois que il y a une une concentration par rapport au calendrier entre les deux compétitions. Il faut vraiment avoir peur par rapport à la dispersion qu'il pourrait avoir par rapport à la gestion de ces deux équipes. Mais de l'autre côté, je vois ça de l'angle de quelqu'un de quelqu'un qui veut plus ou moins contrôler tout, contrôler son équipe, surtout la fédération qui est là, le fait de contrôler pratiquement tous les pouvoir dans les mains d'un seul entraîneur. Et pour Kaba, j'estime le compétiteur qu'il est, le fait lorsqu'il lui a proposé l'autre poste, c'est difficile de refuser. Surtout si on compte sur lui. Je trouve que c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe A qu'il gère en ce moment qui pourraient figurer dans les U23 aujourd'hui. Dans la perspective d'une qualification pour les JO, ces mêmes joueurs vont se retrouver là-bas. Et dans ce sens, je comprends la chose. J'ai juste peur qu'il y ait une dispersion parce que l'objectif de la Coupe du Monde reste là. Vous pensez que ce n'est pas des embuscades pour Kaba Diawara, ce n'est pas des pièges? Parce que
des fauteuils injectables. Il faut te concentrer pour se qualifier à la CAN. Il faut te concentrer pour la Coupe du Monde. Il faut te concentrer pour nous faire qualifier au niveau des JO et puis en un laps de temps. Je crois que le problème il est plus profond que la façon dont il apparaît. Le premier problème, c'est le Connor qui a laissé ça. Le fait que Kaba soit présent à la CAN U23 au Maroc, les problèmes sont venus de là. Ça s'est très mal passé entre lui et Morlaye Cissé. C'est le Connor qui a pris la décision pour qu'il prenne exactement. les 23. Pas tout de suite, mais il était présent au temps du Connor à la CAN U23. En tant qu'observateur. Non, il était avec l'équipe, avec Charlie Pakile. Oui. Et ce qui était pressenti à l'époque, c'est que Charlie Pakile prenne l'équipe après Morlaye Cissé. D'ailleurs, la décision là a été sortie. Charlie Pakile a été nommé, je crois, entraîneur des U23. C'est après son départ du Sili National A que tout ça est tombé à l'eau. Donc ça s'est très mal passé avec Morlaye Cissé. Depuis ça, il ne conjugue plus les mêmes verbes. Au point que Morlaye Cissé a versé des larmes lors de la CAN U23. Maintenant, ce qui s'est fait, et ce que je vous dis à l'interne très clairement, il y a une bonne quantité de jeunes qui sont fidèles aux idéaux de Morlaye Cissé. Kaba Diawara, sachant pertinemment que ça va très mal se passer quand il va avec ces jeunes-là. Donc il y a bien évidemment intérêt que tous ceux qui viennent des catégories, les Agiboto et tout, que tous ceux-là soient sous sa coupole. Voilà pourquoi les démarches ont été faites pour que lui, il soit aussi à la tête de U23, de l'équipe qui conduit les U23 pour les barrages des JO. C'est comme ça on est en train de mettre encore Morlaye Cissé à la porte parce qu'il n'a toujours pas conjugué les mêmes avec Kaba Diawara. Je pense qu'il est victime de quelque chose. C'est la raison de son éjection ou bien c'est son diplôme? Non, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Il n'y a rien à voir avec le diplôme. Il y a un problème sérieux entre lui et Kaba Diawara qui n'a jamais été résolu et les répercussions continuent à savoir. Et pour revenir à la question et répondre rapidement, je trouve que même Kaba Diawara a pris la sage décision de se dire il faut plutôt quelqu'un, peut-être proposer quelqu'un pour faire le travail que lui. Parce que attention, il peut lui arriver ce qui est arrivé à Lapé. Je le rappelle à tous les Guinéens. Lapé était à un moment entraîneur de l'équipe A et entraîneur de l'équipe locale. Quand il a perdu au Chan, il a été débarqué. Il a été débarqué des deux endroits. Attention à Kaba Diawara. Attention au cumul de responsabilités. Parce que si vous cumulez les responsabilités, quand il y a échec, il y a forte probabilité que vous soyez dégagé des deux côtés. Alors que de l'autre côté, il n'y a aucun lien avec les résultats qui sont... D'un côté, il n'y a aucun lien avec les résultats qui sont passés de l'autre côté. Donc lui-même, il aurait pris la sage décision de proposer quelqu'un ou d'accompagner techniquement Morlaye Cissé, mais on aurait dû le laisser faire le travail. Alors, il n'y a pas de souci. Nous sommes à 1 minute de la fin de cette émission. La question qu'on se pose, est-ce que Kaba Diawara a-t-il été piégé? Et aussi, Serhou Guirassy est-il le grand favori pour remporter le Ballon d'Or? Alors, c'est extrêmement important pour il y a de la nouveauté dans cette émission. C'est extrêmement important de vous rappeler. Si vous voulez vous informer tout ce qui est score concernant le football guinéen, vous savez, notre signe c'est 224, c'est extrêmement important de nous rappeler parce qu'il y a bon nombre d'auditeurs qui sont là à nous écrire est-ce que le AFIA a gagné, est-ce que l'Orient a quand même quelqu'un qui vient de me dire quand est-ce que Flamme Olympique va jouer les résultats, et nous il y a des plateformes déjà qui sont en place pour que vous allez vous renseigner sur les scores, sur le championnat guinéen. Bon nombre de personnes ne s'intéressent que seulement... En fait, je voulais partager une exclusivité aussi parce que j'ai reçu la liste des joueurs qui doivent se rendre en France, mais il y a un petit souci de connexion peut-être d'ici la fin. D'accord. On aura pour l'exclusivité pour les téléspectateurs. Alors, parlez-nous de trucs de scores si les gens veulent se renseigner parce qu'on m'a fatigué que sur le net, on ne peut pas se renseigner sur le score guinéen. Ouais, justement, on est en train de mettre en place une application Score 224 dont le but va être de diffuser en direct les scores de tous les matchs du championnat guinéen. Aussi, toutes nos catégories d'équipe nationale, où qu'ils soient. Super. Les scores sont instantanément diffusés. Au-delà aussi, ça va être un outil qui constituera une base de données sur l'ensemble des joueurs. Parce qu'on a constaté que quand le joueur quitte le championnat guinéen, toutes les données statistiques qu'ils ont réalisées dans notre championnat ne sont pas prises en compte. C'est extrêmement important. Là, par exemple, il a réalisé beaucoup de choses dans le championnat guinéen, mais quand vous allez sur les plateformes, c'est pas archivé. Voilà, c'est pas archivé, il n'y a aucune donnée. Or que ça rentre en compte dans la valorisation, dans la cotation des joueurs. Transfer market, ça c'est des données dont ils se servent pour coter, pour donner une valeur marchande aux joueurs. Donc on s'est dit, il faut mettre en place Score 224 qui va être un outil qui suivra à la lettre tous ces joueurs-là, les données statistiques, les informations, diffuser les scores en direct et tout ça. Le lancement va être fait, Inch'Allah, au mois de juin. Les travaux sont en cours. On aura une autre occasion pour mieux en parler, Inch'Allah. C'est extrêmement. Il y aura plus de détails dans nos prochaines émissions. Valeureux auditeurs et téléspectateurs, on ne pouvait pas faire
mieux que ça concernant nos sommaires de ce jour. On a parlé du championnat guinéen, on a parlé de Naby Keita, Serhou Guirassy, le dossier national de Guinée. Kaba Diawara est-il piégé ou pas? La question reste fondamentale. On va pas se quitter sans se dire au revoir, Passy, bien cravaté. Merci. Un grand chef, Koya, carton rouge, carton vert à qui? Non, je dis, il n'y a pas de carton. Merci à tous ces téléspectateurs. Merci à ma ville natale. Koya. Allez, Jean Balé. Une fois n'est pas coutume, je donne un carton jaune très foncé à Naby Keita, parce que à travers cet acte, il est en train de prouver à tous ceux qui prônent l'indiscipline dans les équipes au niveau national ou dans les clubs que c'est normal. Et merci beaucoup. donc il a mis une certaine frange dans une mauvaise posture. Ouais, heureusement, tu t'es retrouvé maintenant. Là, c'est bien. Alors. Hamid. Bon, évidemment, carton rouge au capitaine, parce que ce comportement-là, normalement, à cet âge-là, il devrait en être loin, surtout sur la saison compliquée qu'il a avec Werder Bremen. Je crois qu'il doit rester professionnel jusqu'à la fin. Ça va être un peu plus atténuant pour lui, parce que sa saison a été vraiment difficile. Je n'ai pas envie de dire catastrophique, parce que c'est dû à la blessure, mais quand on sort des situations comme ça, il faut être irréprochable en termes de comportement. Alors, moi, je donne carton rouge métallique à tous ceux qui pensent et à tous ceux qui donnent leur avis. Moi, je suis opposé à leur avis de fait que ils sont là à dire que Serhou Guirassy ne va pas prendre le ballon d'or. Je les rappelle, c'est extrêmement important de connaître le football. Alors, on ne va pas se dire au revoir à des scoops avec... justement, ce sont les joueurs qui iront en France. Oui. Quelques joueurs, il y a Momo Fanye Touré, Salif Ossouma qui ira, Fofana Ibrahim Brez, Bangoura Sekou Tidiane. Il y a Fodé Camara de Sfax, Conte Balamoussa aussi qui joue à Sfax, Nabi Youssouf Olari, Bolisport, Nabi Camara qui joue aux Émirats Arabes Unis en ce moment. Il y a aussi Bangoura Ahmed Salih du Afia, Bangali Sissé Sor Academy, Ousmane Papa Conte lui aussi joue à Sor Academy, Mohamed Cherif Camara, Sikou Camara le gardien, Moï Keita. Voilà, c'est pratiquement ceux qui... Voilà, le reste c'est de l'encadrement technique. C'est eux qui prendront part, qui vont se rajouter. Voilà. L'équipe a été complètement changée. Alors, mesdames et messieurs, on aura le temps de décortiquer ça le jeudi à venir. Au revoir et merci à tous.